Salut internet, ici un créatif et sur ma chaîne je fais des analyses humoristiques de publicité. Ouais, c'est bizarre dit comme ça, mais l'idée c'est de vous divertir en commentant la façon dont les marques que vous aimez et que vous détestez communiquent. On va regarder des vieilles pubs flippantes, des pubs japonaises totalement what the fuck, bref vous avez compris. Je vous laisse avec Doc7, c'est à toi mec. Wouh, encore une chaîne à découvrir qui déchire. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'en reparlerai. Aujourd'hui, pas d'intro, le titre est assez clair. Dans les pubs pour enfants, les acteurs choisis auront toujours quelques années de plus que le public ciblé. Par exemple, ce sont souvent des jeunes de 11-12 ans qui vont jouer avec des jouets prévus pour des enfants de 8 ans. Les publicitaires se sont rendus compte que les enfants veulent encore plus du jouet s'ils le voient dans les mains d'un plus grand. Question de modèle, tout ça, c'est pas bête en vrai. Les pubs peuvent être trompeuses. Tu vois ce rafraîchissant Coca? Bon bah déjà, il doit être super chaud, on est sur un tournage, il y a des lumières partout, tout autour depuis des heures. Les glaçons, c'est du fake, en acrylique sûrement pour qu'ils restent bien à leur place et pour pas qu'ils fondent. Même les bulles, c'est du fake, ils ajoutent du détergent dès qu'il y en a plus. Et pour que la lumière passe mieux à travers le liquide, ils le coupent aussi avec de l'eau. Alors, toujours si rafraîchissant le Coca? Entre le coup d'envoi et le coup de sifflet final du dernier Super Bowl aux États-Unis, la Fox a engrangé 419 millions de dollars en revenus publicitaires. C'est plus que le PIB de Kiribati, le petit pays d'Océanie. Alors ok, c'est pas très grand le Kiribati, mais quand même. En 2017, pour 30 secondes de pub à la mi-temps, il fallait lâcher un petit peu plus de 5 millions de dollars, soit pratiquement 170 000 dollars par seconde. Le français moyen regarde la télévision 4 heures par jour. À ce rythme, il aura passé plus de 13 ans devant sa télé le jour de ses 80 ans. Et comme t'as en moyenne 8 minutes de publicité par heure, et ben ça fait 1 an et 9 mois consacrés à la publicité. Tu es en train de regarder une publicité de 1997 pour promouvoir Pizza Hut en Russie. Et le gars qui mange avec son petit-fils là, ce n'est autre que Mikhail Gorbatchev, le tout dernier président de l'Union soviétique. Un président communiste qui finit par faire une pub pour Pizza Hut. L'histoire est plutôt ironique parfois. Sixième fait, c'est le moment de lancer notre tour du monde des publicités cheloues, creepy ou juste qui m'ont bien fait marrer. Et on commence en Thaïlande, je vous laisse admirer ce chef-d'œuvre. Comme les Thaïlandais, certaines marques peuvent faire preuve d'une créativité de génie pour faire parler d'elles. Comme le site de paris en ligne gnuf.com, gnuf.com, je sais pas trop comment on dit, qui a organisé un coup médiatique unique au monde. Le plus grand lancer de dés de l'histoire. 2 dés gigantesques balancés du haut d'une montagne au Groenland, retransmis en live sur leur site et on pouvait bien entendu parier sur le résultat du lancer. Le film Fight Club est bourré de placements de produits. On sait pas trop si toutes les marques ont payé pour être dans ce film qui critique en partie la surconsommation, mais en tout cas on en voit plein. Des gobelets de Starbucks dans pratiquement chaque scène, la destruction d'une Volkswagen et même toute une scène tournant autour d'Ikea. LifeLock est une entreprise de protection contre les vols d'identité. En 2007, Todd Davis, le PDG de la boîte, lance une énorme campagne de pub où il dévoile publiquement son numéro de sécu pour prouver aux yeux des Américains que sa protection est hyper efficace. Clairement, le mec a des balls, mais l'idée est un poil foireuse. 2 ans plus tard, l'identité de Todd Davis avait déjà été volée 16 fois. Et fin 2015, l'entreprise a été condamnée à payer 100 millions de dollars pour fausse publicité notamment. Comme quoi, quand ça veut pas, ça veut pas. À ton avis, quelle est la pub la plus connue au monde? Pas d'idée? Eh bien, la voici. Le signe Hollywood à la base, c'était un panneau publicitaire, payé 21 000 dollars en 1923 pour faire la promotion d'Hollywood Land, un futur quartier résidentiel. Et puis le truc est devenu si iconique qu'il a jamais été retiré. Enfin, sauf le Land à la fin qui a été enlevé quelques décennies plus tard. En 2013, pour promouvoir ses bières made in Canada, Molson a fait placer des frigos remplis de bières bien fraîches dans les rues passantes des capitales européennes. Mais tu ne pouvais ouvrir le frigo qu'avec un passeport canadien. D'ailleurs, 2 ans après, ils ont refait le même coup, mais au lieu d'un passeport canadien, pour ouvrir le frigo, il fallait dire « Je suis canadien » dans 6 langues différentes. Armes à feu, médicaments sous prescription, tabac, assistance juridique et boissons alcoolisées à plus de 1,2 degrés. Tu ne verras jamais une pub à la télévision française pour un de ces produits, qui sont les seuls à être interdits sans aucune exception. Pourquoi l'assistance juridique? Et surtout, pourquoi 1,2 degrés et pas 1,4? Ce sont de super questions et je n'ai aucune idée des réponses.
D'ici 2020, la Lune devrait accueillir son tout premier panneau publicitaire. C'est en tout cas ce que souhaite faire la compagnie japonaise iSpace, qui a déjà réuni 90 millions de dollars auprès de différentes entreprises pour y parvenir. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est tout à fait légal. On continue notre tour du monde de pubs insolites. Direction la mère patrie, la Russie et ses pubs... comment dire, ses pubs quoi. Pour son 60e anniversaire, des fans de Scrabble se sont offerts un petit plaisir, le Scrabble de l'extrême. Je crois que les photos parlent d'elles-mêmes et j'avoue que niveau marketing, c'est plutôt fort. Je te présente John Oliver, animateur de Last Week Tonight, une émission assez ouf aux États-Unis. Le genre d'émission qui va jusqu'à acheter de l'espace publicitaire sur la Fox, une chaîne concurrente, et une des seules que Donald Trump regarde, pour donner une leçon de politique au président américain. Et bien se moquer de lui au passage, hein, on peut se le dire. N'empêche, se payer plusieurs pubs sur une chaîne pour un seul et unique spectateur, je crois bien que c'était du jamais vu dans l'histoire de la télé. Dans la version américaine du film, c'est Robin Williams qui a doublé la voix du génie d'Aladin. La star avait accepté le job pour vraiment pas cher, 75 000 $ au lieu des 8 millions qu'il chargeait normalement. Mais bon, il a accepté à une seule condition, que son nom ne soit pas utilisé pour la campagne publicitaire. En gros, que personne ne sache sa participation au film avant la sortie en salle. Alors, Disney a respecté plus ou moins ce contrat, ils ont pas cité son nom, mais ils ont utilisé la voix du génie pour les campagnes de pub. Et bien entendu, le public a reconnu Robin Williams. Autant te dire qu'il était pas très content et que c'est pas lui qui a fait la voix du génie dans le deuxième film. La pub pour la Toyota Altis a été bannie en Malaisie parce que Brad Pitt y tient le rôle principal. Je te cite le ministre de l'Information: pourquoi doit-on utiliser leur tête dans nos pubs? Notre peuple n'est pas assez beau, c'est ça? En préparant cette vidéo, j'ai remarqué qu'il y a des multinationales qui ont une approche très creepy de la publicité. Sony par exemple, je comprends pas tout le temps leur choix. Regarde, cette femme complètement chauve qui se fait insérer une cassette dans le crâne, ou cette pub pour la sortie de la PlayStation 3, je sais pas. Si quelqu'un comprend quelque chose, je veux bien lire ses théories en commentaire. Moi, tout ce que ça me fait, c'est me foutre la chair de poule. En 74, pour faire la pub d'un match de baseball, les Indians de Cleveland ont organisé un coup médiatique de génie. Ils promettaient la bière à 10 centimes pendant toute la rencontre. Mais forcément, ce qui devait arriver arriva, ils se sont retrouvés avec une horde de fans complètement ivres. Tellement ivres et ingérable que le match a dû être reporté. Pour faire parler d'eux, la branche japonaise de Domino's Pizza a annoncé fin 2016 que bientôt les clients du nord du Japon auraient leur pizza livrée par un renne. Bon, pourquoi pas, et c'était même pas une blague, hein, ils ont vraiment essayé. Il y a des vidéos où on les voit essayer de dresser l'animal, avant d'échouer lamentablement. Domino's Pizza a fini par abandonner l'idée, mais pour pas trop perdre la face, les livreurs débarquent maintenant sur un scooter customisé en renne. Ouais, c'est pas le même rendu quand même. En 1924, Macy's, une petite entreprise américaine, décide d'organiser sa propre parade pour Thanksgiving, histoire de se faire un petit peu de pub dans son quartier. Rien de fou, hein, juste les employés en costume, accompagnés d'animaux prêtés par le zoo du coin. Pas loin de 100 ans plus tard, Macy's est l'une des plus grandes chaînes de magasins du pays. Et sa parade annuelle regroupe des milliers d'employés, des chars énormes et toute une flotte de ballons géants. Un show pharaonique regardé par 26 millions d'Américains tous les ans. En 1954, c'est Guinness qui se lance dans le coup de pub de grande envergure pour fêter leurs 200 ans. 50 000 bouteilles sont balancées dans l'océan Atlantique avec un message à l'intérieur. Et puis rebelote 5 ans plus tard avec 3 fois plus de bouteilles. Aujourd'hui encore, on retrouve de ces bouteilles échouées un petit peu partout sur la planète. C'est fou comme histoire, je trouve. Ce que t'es en train de regarder, c'est une des pubs qui a le plus fait polémique en Australie sur ces 10 dernières années. T'auras deviné, ça s'adresse aux hommes avec des problèmes... bon, voilà, ce genre de problèmes. Et apparemment, l'humour des publicitaires n'était pas partagé par tout le monde à Kangaroo Land. Le CSA australien a reçu plusieurs milliers de plaintes à peine quelques heures après sa première diffusion. Moi je comprends pas, je la trouve marrante cette pub. Des chercheurs canadiens ont découvert en 2008 que les plus grosses entreprises pharmaceutiques dépensent plus d'argent pour faire leur publicité que pour faire des recherches médicales. Ça par contre, c'est pas très drôle. 1er octobre 1968, 9h55. Les Français découvrent la première publicité à la télévision. La seule chaîne disponible diffuse La vache dans le placard, un spot pour la marque Régilet et son lait en poudre. Ça c'était en France. Mais dans le monde, la pub télé existe déjà depuis le 1er juillet 1941. Une petite vidéo toute simple de 9 secondes pour les montres Bulova. Enfin, vidéo plutôt image fixe, disons. Dans le scénario original dit-il extraterrestre, Elliot devait utiliser des M&M's pour apprivoiser le petit bonhomme
bonhomme vert. Mais la Mars Company qui commercialise les M&M's a décidé de se séparer du projet, peut-être trouvant la marionnette d'E.T. beaucoup trop moche. Ce sont les Reese's Pieces qui ont récupéré le placement de produit pour $1 million. Et dans l'année qui a suivi la sortie du film, les ventes de Reese ont augmenté de 65%. Ça a dû faire la gueule dans les bureaux de la Mars Company. Avec les réseaux sociaux et les sondages en ligne, pas mal d'artistes ont vu l'opportunité de faire un petit peu parler d'eux, comme Taylor Swift, Justin Bieber ou encore Pitbull, qui ont organisé un concours sondage promettant un concert là où les enverraient les internautes. Mais avec 4chan et Reddit qui sont à l'affût, ça peut vite déraper. Les internautes ont voulu envoyer Justin Bieber en Corée du Nord, Taylor Swift a été invité à chanter dans une école pour personnes sourdes et malentendantes, et Pitbull, le seul à avoir tenu parole, a dû se rendre dans un supermarché paumé au fin fond de l'Alaska. N'empêche, le mec s'est fait troller, mais il a tenu sa promesse jusqu'au bout, respect. Il y a 3 ans, un jeune architecte slovaque a lancé le projet Grégory, transformer les panneaux publicitaires en maisons pour les sans-abri. Avec la totale, un panneau photovoltaïque pour l'électricité, l'eau courante, etc. Franchement, je suis admiratif du projet, et si ça t'intéresse, tous les designs sont en open source sur le site officiel que je te mets en barre d'infos. Franchement mec, bravo. En Allemagne, la pub qui m'a fait vraiment marrer, c'est ce clip complètement perché pour les magasins EDK. Ce que fait le chanteur dans cette vidéo n'a juste aucun sens. Se planquer dans le coffre de la bagnole d'un inconnu, prendre un bain dans du lait et des céréales, et mon petit favori, se fumer une saucisse knacky comme si c'était la crème des cigares cubains. Sur YouTube, la vidéo fait 19 millions de vues. C'est des génies les mecs. Pour les archéologues, la plus vieille forme de publicité découverte remonte à l'Égypte antique. Une affiche retrouvée dans les ruines de Thèbes qui promettait une pièce d'or à quiconque capturerait un esclave en fuite. Selon les estimations, elle remonte entre 1000 et 3000 ans avant Jésus-Christ. Tate & Lyle, une entreprise britannique d'agroalimentaire, a fait construire en 2013 un hôtel de 3 étages en partie comestible et composé des produits de la marque. Les murs étaient recouverts de macarons, les tapis faits en meringue, la baignoire remplie de popcorn, les rebords de fenêtres nappés de caramel, le tout décoré avec des guirlandes en marshmallow. Les quelques chanceux qui ont passé une nuit dans l'hôtel comestible étaient invités à manger ce qu'ils voulaient. Une campagne de pub en partenariat avec le lobby du diabète apparemment. Attention, la température va monter d'un cran. Parce que quand même, big up à Durex pour leurs affiches toutes plus fun les unes que les autres. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, donc on peut enchaîner. Et on va redescendre la température direct. Après les pubs creepy de Sony, je te présente celle de la marque Little Baby's Ice Cream. Une marque de glace dont c'est visiblement la spécialité. Perso, je trouve celle-ci particulièrement dérangeante. Ça me fait froid dans le dos. Sur les murs de Pompéi, on peut retrouver des centaines de tags et d'écritures en tout genre. Beaucoup d'entre elles sont des pubs politiques, pour voter pour tel ou tel candidat. Et dis-toi, dans le lot, il y en a même des parodiques, du genre ouais, vas-y, vote pour Dédé, tous les alcooliques te remercieront ». Voici Jason Zook. Ce mec a eu une idée de génie, se faire payer pour se promener dans la rue en faisant de la pub pour ta boîte sur son t-shirt. Son site web iwearyourshirt.com est créé en 2009 avant de fermer en 2013. D'après Jason, en 4 ans d'activité, il aurait empoché plus d'1 million de dollars, ce qui est plutôt pas mal pour porter juste des t-shirts. En Grande-Bretagne, il existe tout un protocole pour se prémunir de la hausse brutale de la consommation électrique des Anglais pendant les programmes télé les plus regardés du pays. Simplement parce que, pendant la pause, genre à la mi-temps d'un match de foot de l'équipe nationale, pendant les pubs quoi, tout le monde se lève de son canapé pour allumer sa bouilloire, lancer le micro-ondes, etc. En 2009, Burger King a lancé une campagne médiatique tellement malsaine. Tu gagnais un burger si tu supprimais 10 amis sur Facebook. Et bien sûr, chacun de ces amis recevait une notification leur expliquant que ton amitié vaut moins qu'un burger. En 2018, le monde aura dépensé environ 650 milliards de dollars en publicité. Si la pub était un pays, ce serait la 21e puissance économique mondiale. Et d'ailleurs, petite anecdote, sur ces 650 milliards, environ 110 iront dans la poche de Google ou de Facebook. 110 milliards de revenus publicitaires, c'est hallucinant comme chiffre. Quel est l'un des lieux les plus regardés sur Google Earth? La réponse, la zone 51, la fameuse base secrète de l'armée américaine. Et si tu vois pas le rapport avec notre sujet de vidéo, c'est que t'as pas l'esprit d'un publicitaire chez KFC. Tiens, je vais te montrer directement, regarde, là on est sur la base, voilà. Et si on va un tout petit peu au nord, on arrive sur un petit village. Voilà, il suffit de remonter dans le temps parce que ça date un peu cette histoire et tada! Les mecs de KFC se sont dit, il y a plein de monde qui scrute cette zone sur Google Earth. Viens, on achète un lopin de terre et on met le logo de notre boîte. Non, en vrai, je suis super fan de leur idée, je trouve ça trop cool, moi, la pub par satellite comme ça.
Cette année, les Américains ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Pour les inciter à regarder quand même, le diffuseur, Fox Sports, a lancé une campagne en partenariat avec une entreprise qui fait des tests génétiques. L'idée est plutôt cool, que tous les Américains supportent la nation dont ils sont originaires, et regardent quand même les matchs à la télé sur Fox Sports. C'est le but premier quand même. Je te parlais tout à l'heure de Jason Zook et de ses t-shirts publicitaires. Bah en fait, à la base, il s'appelle Jason Sadler le gars. Et puis Jason Headsets.com pendant 1 an. Puis Jason Surfrap l'année suivante. Le mec est carrément allé jusqu'à louer 2 fois son nom de famille pour la coquette somme de 95 000 $. Il y a vraiment des boîtes qui ont du fric acheté par les fenêtres. Je comprends pas l'intérêt. Mais niveau argent dépensé pour pas grand chose, je pense qu'on tient un winner. Un certain Orville Redenbacher qui a payé une boîte de pub 13 000 $ pour trouver un nom à ses popcorn en sachet. Leur proposition, Orville Redenbacher's Popcorn. Merci les mecs, on n'y aurait pas pensé tout seul, voilà, c'est 13 000 $ bien investis. Dans les années 20, les grandes entreprises de tabac américaines ont une envie, que les femmes se mettent à fumer pour doubler leur marché potentiel. Mais il faut d'abord casser un tabou social qui empêche tacitement aux femmes de fumer. Pour ça, ils font appel à Edward Bernays, neveu de Freud et inventeur de la publicité moderne. Sentant que le féminisme est dans l'air du temps, Bernays a l'idée de faire de la cigarette un symbole d'émancipation. Il s'est débrouillé pour mettre une cigarette aux lèvres de toutes les actrices d'Hollywood et a lancé la première grande campagne publicitaire de l'histoire. Son slogan, Torches of Freedom, les cigarettes de la liberté. Et voilà comment tu peux convaincre des millions de femmes que pour gagner leur liberté, il faut devenir addict au tabac. L'esprit humain est fascinant. Tu te souviens des 650 milliards dépensés chaque année dans la pub? Bah, pour la France, on va atteindre les 13 milliards de dollars pour l'année 2018. Avec une population de 65 millions d'habitants, ça fait pile poil 200 € par personne. On peut dire ce qu'on veut de la pub, mais sans elle, on n'aurait jamais vu Sébastien Chabal défoncer une porte déguisée en soubrette, ou encore chanter Hey Baby dans un costume de banane géante. Pour info, cette campagne de pub vient de Hong Kong et était financée par Marriott, une chaîne d'hôtels. Dans le monde de la pub, il y a clairement l'avant et l'après Photoshop. Allez, pour le plaisir, petite compilation des Photoshop les plus pourris de l'histoire de la pub. Le jour du clin d'œil. C'est le nom d'une campagne de pub lancée par Kellogg's en 1907. Les femmes étaient invitées à faire un clin d'œil à leur épicier et voir ce qu'il se passerait. Bon, rien de sexuel là-dedans, hein, t'inquiète pas. En fait, elles recevaient juste une boîte de Kellogg's gratuite. Laisse-moi te raconter une petite histoire. L'histoire de Nathan Henwerker, qui ouvre son petit stand de hot dog à New York en 1916. Forcément, il a beaucoup de concurrence et pour se faire connaître, il paye des étudiants pour manger à son stand en portant une blouse blanche de médecin. Le mec a de la suite dans les idées, il lance alors une campagne de pub dans tout le quartier avec un slogan diaboliquement efficace. Si les docteurs mangent mes hot dogs, tu peux être sûr qu'ils sont bons. Bah dis-toi, 100 ans plus tard, Nathan's Famous écoule des centaines de millions de hot dogs chaque année. Pour faire le buzz autour de sa série Fortitude, la chaîne télé Sky Atlantic a organisé un coup de maître en 2015. Une marionnette d'un ours polaire hyper réaliste, manipulé par un homme caché à l'intérieur, qui s'est baladé pendant toute une journée dans les rues de Londres. Bon, je t'avoue, j'ai pas regardé Fortitude, mais j'imagine que ça doit avoir un rapport avec l'intrigue, enfin, j'espère. La toute première publicité filmée en partie dans l'espace date de 1997. Les extraits sont filmés dans la station spatiale russe Mir, et la pub est pour une super technologie infrarouge trop stylée. Non mais je déconne en fait, hein, c'est juste une pub pour du lait. Dans le milieu de la pub, la technique des deux dans la cuisine est une expression familière pour parler de ces pubs typiques où deux femmes discutent entre elles pour faire l'éloge d'un produit domestique. Ah, sexisme quand tu nous tiens. Ce n'est pas vraiment un placement de produit, mais l'inverse dont je voulais vous parler. En 2015, le Mexique a payé 14 millions de dollars à la production du nouveau James Bond pour modifier 2-3 trucs dans le scénario. Ils savaient que le film allait se tourner au Mexique et ils avaient peur que le film donne une mauvaise image du pays. Et pour ce prix-là, autant imposer Stephanie Sigman, une actrice mexicaine, comme la nouvelle James Bond Girl. Pour faire ta pub, t'as la télé, la presse, le ciné, internet, la radio, les affiches, les t-shirts, les voitures, les avions, les dirigeables, mais tu as aussi ton propre corps. Golden Casino a déjà payé des strikers, tu sais c'est les gens qui courent tout nus là pendant les compétitions sportives, ben ils les ont payés pour se tatouer le nom de leur marque avant de faire leur entrée remarquée sur le terrain, lors d'un Open de golf par exemple, ou en plein milieu d'un match de Roland Garros. Qui a dit qu'un panneau publicitaire était forcément chiant? En 2015, Carlsberg a fait installer un panneau géant en plein centre de Londres avec pour seule inscription probablement le meilleur panneau publicitaire du monde. Et pour cause, il faisait aussi office de distributeur de bière gratuite. En moins de 24 heures, le hashtag Probably the Best a été tweeté plus de 3 millions de fois. Comme quoi on demande pas grand chose. Alors certes, faire sa pub c'est bien, mais il faut faire gaffe un minimum à comment elle apparaît. Sinon attention au fail, tu peux te retrouver avec ça, ou même ça.
Le tout premier spam par email date de 1994 et était programmé par le cabinet juridique Cantor et Siegel. Voilà, tu sais maintenant vers qui diriger toute cette haine. Ça fait déjà un moment que les publicitaires ont compris le pouvoir de la libido pour écouler un produit. Déjà au début du 19e siècle, les compagnies de tabac, encore elles, plaçaient des photos de femmes nues dans leurs paquets pour booster les ventes. On est donc passé de photos de femmes nues à des photos de cancer. Voilà l'évolution des paquets de cigarettes. Allez, on fait un tour pas très loin de chez nous, en Belgique, pour une des campagnes de pub les plus sympas que j'ai matées. Je sais pas si c'était une vraie caméra cachée ou pas, et j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, mais moi je l'adore. Un gros bouton rouge en plein milieu d'une place et un panneau appuyé pour avoir de l'action. Et une fois que t'as appuyé, mais tout part en slip total. C'est un thriller en accéléré qui défile devant les yeux des passants. Tout ça pour promouvoir la TNT. Franchement, fallait y penser. À l'origine, le Tour de France est un coup médiatique organisé par Henri Légrange pour faire la pub de son journal Lotto. Je t'ai déjà parlé d'Edward Bernays tout à l'heure, inventeur du marketing moderne et de ses cigarettes, de la liberté, tout ça. Bah, c'est aussi lui qui est à l'origine des œufs et du bacon au petit déjeuner. Pareil, hein, c'est le résultat d'une campagne publicitaire qu'il a menée dans les années 20 pour une marque de bacon. Ce mec est juste brillant. Il a aucun scrupule, mais il est brillant. Une étude a montré que l'écrasante majorité des enfants de moins de 8 ans ne comprennent pas le principe de publicité et de communication. Avant cet âge, ils savent pas faire la différence entre un programme télé et un spot publicitaire. Du coup, ils y croient aveuglément. Et c'est pour ça qu'une très grosse partie des dépenses publicitaires cible les plus jeunes. Lors d'une brillante campagne de pub, le département de tourisme d'Australie du Sud a envoyé 55 poissons rouges à des gens influents dans tout le pays pour les inciter à venir voir par eux-mêmes les trésors touristiques de la région. Seul le petit problème, arrivé chez leur destinataire, la plupart des poissons étaient morts. Forcément, ça n'a pas eu l'impact escompté. Avant-dernière escale de notre tour du monde, on part aux États-Unis pour la pub la plus cheap et la plus pourrie au monde. Je te jure, il n'y a aucun montage, elle est ignoble. Head on, available at Walgreens. Avec 200 000 $ de budget pour 220 millions de recettes, Blair Witch est l'un des films les plus rentables de l'histoire, notamment grâce à la meilleure campagne de pub dont un faux documentaire d'horreur pourrait rêver. Un an avant sa sortie, le site Blair Witch voit le jour, et on suit la bande d'acteurs en train de préparer un documentaire. Un an plus tard, à la sortie du film, aucun des acteurs ne participe à la promotion. Les réalisateurs sont même allés jusqu'à coller des affiches portées disparues avec la photo des acteurs, pas loin des cinémas où le film Blair Witch était projeté. Du coup, beaucoup des premiers spectateurs ne savaient vraiment pas si les personnes qui voyaient à l'écran étaient toujours vivantes. Pour la sortie d'un nouveau Tomb Raider sur Xbox, Microsoft a monté un panneau publicitaire auquel 8 personnes devaient rester attachées le plus longtemps possible. Ah, et j'ai oublié de te préciser, ils étaient bombardés constamment d'éléments climatiques comme de la neige, de la pluie, du vent, etc. Et le tout retransmis en direct sur Twitch. La pub et le Super Bowl, c'est toute une histoire. Vu ce que ça coûte, les annonceurs veulent faire ça bien. Du coup, une bonne partie des téléspectateurs regardent surtout pour découvrir les clips spécialement conçus pour l'événement. Et dans le milieu, la plus marquante, ça reste la pub pour le Macintosh d'Apple à la mi-temps du Super Bowl 1984. Une année qui parle à tous les fans de science-fiction et Apple en a parfaitement profité. Voici Billy Giddy, un panneau de pub ambulant. Pour se faire un peu d'argent, pas mal de personnes peuvent vendre un peu de place sur leur peau pour un tatouage à l'effigie d'une marque. Et ben comme tu vois, Billy il s'est lâché. Des tatouages de pub, il en a 37 sur le corps. D'ailleurs en vrai, Billy s'appelle hostgator.com. Oui, lui aussi il a vendu son nom. En France, c'est interdit depuis 1992 d'insérer des images subliminales dans une publicité. Pourtant, on n'a jamais réussi à montrer que ça aurait un quelconque effet. C'est un outil de manipulation de l'inconscient beaucoup moins efficace que d'autres techniques de neuromarketing qui, elles, sont tout à fait légales. En 93, l'entreprise Space Marketing travaillait sur un projet colossal. Des panneaux publicitaires d'1 km² mis en orbite et visibles depuis la Terre ferme. En gros, mettre des pubs dans le ciel quoi. Et ils étaient sérieux les mecs. Mais heureusement, ça s'est jamais fait. Pour faire la promotion de Mission Impossible 3, la Paramount a tenté une campagne unique en son genre. 5000 distributeurs du journal Los Angeles Times ont été équipés d'un dispositif audio qui devait jouer la musique du générique quand les passants ramassaient un journal. Tu sais là, pardon. Sauf que le problème c'est que beaucoup ont pensé avoir activé une bombe. Je sais pas si t'imagines le bordel. Panique partout dans la ville, la police surmenée et les équipes de déminage ont même fini par faire exploser certains des dispositifs. Un beau fiasco cette campagne. Pour booster le succès de ton film, rien de tel que d'inventer une polémique autour. C'est ce qu'ont fait les équipes de Mel Gibson en 2004 pour la sortie de La Passion du Christ en France. La boîte de production a fait passer des rumeurs 100% bullshit dans les médias, genre qu'aucun distributeur français ne voulait acheter les droits du film parce que trop polémique. Alors évidemment, dès qu'il est sorti dans l'Hexagone, les gens se sont précipités dans les salles.
Et si on se faisait un petit florilège des panneaux publicitaires les plus fun ou innovants que j'ai pu trouver? J'espère que tu apprécies ce que t'es en train de voir, hein, que t'en prends bien plein la vue, parce que cette pub pour Chanel numéro 5, elle date de 2004 et c'est tout bonnement la plus chère de l'histoire. 33 millions de dollars pour une pub. D'ailleurs, Nicole Kidman, l'actrice principale, a empoché 3 millions. Et bien sûr, on termine cette vidéo avec notre dernière destination, le Japon. Parce que les Japonais et la pub, c'est impossible de résumer quoi. Donc pour finir en beauté, voici ma pub préférée de tous les temps. あれちょっとだけさおしっこ出ない山勝ちになる山勝ちジャケットがあじゃ消えたなあAujourd'hui, le Salut Internet nous est proposé par la chaîne du créatif. Je me suis dit que ça collait super bien parce que justement sa chaîne tourne autour de ça, les pubs, le marketing, etc. Il nous déniche des pubs ultra chelous, nous explique comment elles sont faites et c'est juste très intelligent comme format. Donc s'il te plaît, fonce t'abonner. En attendant, si tu veux me faire un petit peu de pub, bah tu connais la recette, hein. Le pouce bleu des familles, le petit commentaire, le partage et bien sûr l'abonnement si c'est pas déjà fait, c'est le petit bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo, tu peux pas le louper. Et moi, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet!